Couloir de la mort, prison de Livingstone, État du Texas. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre dans le meurtre, de vivre dans la mort. Je suis fatigué de voir les visages, d'entendre les cris. J'en ai assez de souffrir. Tommy Lynn Sells, l'un des tueurs en série les plus redoutables que l'Amérique ait connus. 2 ans que le Français Stéphane Bourgoin attend ce rendez-vous avec Tommy Lynn Sells. Stéphane Bourgoin, l'un des meilleurs spécialistes des tueurs en série au monde, écrivain, il publie des livres sur les serial killers. Un peu nerveux malgré tout. J'essaye de me concentrer sur l'entretien qui va venir, parce que c'est un peu comme une plongée dans l'abysse. Il va falloir très rapidement établir un contact avec quelqu'un qui a une personnalité très volatile, hein, d'après ce qu'on sait, qui peut se refermer comme une huître immédiatement. Une prison, l'une des mieux gardées du Texas. Le rendez-vous avec le tueur en série est fixé dans l'aile des condamnés à mort. C'est l'un des 900 serial killers répertoriés aux États-Unis depuis 1980. Le meurtrier, le voici, Tommy Lynn Sells, 41 ans, 15 crimes avoués, mais sans doute des dizaines d'autres victimes sur la conscience. Ils font partie de moi maintenant. Je peux pas les sortir de ma tête. Vous revoyez les visages des victimes? Tous les jours. Les visages, les cris, les pleurs, la douleur. Les odeurs, la tristesse et le sang. J'ai fait des choses affreuses. Et maintenant, je dois vivre avec tous les jours. Je me couche et j'en fais des cauchemars. Je me lève et j'y pense. Je ne peux pas y échapper. Je n'ai jamais eu de rêve. Un petit garçon sans rêve, voilà ce que je suis. Comment un petit garçon sans rêve est-il devenu le bourreau d'au moins 15 personnes? Il y a la famille Dardine, massacrée en 1987 à l'arme blanche. Le fils avait 3 ans, la femme était enceinte. Il y a aussi ces 2 enfants d'une dizaine d'années, Mary et Stephanie. L'une a été violée avant d'être égorgée. Particularité du tueur, il est mobile. En 20 ans, il a tué dans 8 États américains, aux 4 coins du pays. 15 jours avant sa rencontre avec le tueur en série, Stéphane Bourgoin a tenté de reconstituer le parcours du tueur. Il arrive de France pour comprendre, pour trouver une réponse à l'énigme Tommy Lynn Sells. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à devenir un tueur en série? Son enquête commence dans cette ville à la frontière mexicaine. Plus exactement au commissariat de Del Rio avec le shérif Larry Pop, le policier qui a arrêté Tommy Lynn Sells. C'est dans cette ville que le meurtrier a commis son dernier crime dans la nuit du 30 décembre 1999. Et voici les photos. C'est le couteau. Oui, c'est le couteau. C'est un couteau de boucher. Et c'est là que nous l'avons trouvé. En dehors de son mobil-home. Oui, à côté de chez lui. Ah oui, à côté de chez lui, oui. Et ça, c'est le lit, alors? La chambre de Kaylen, 13 ans, égorgée sur son lit dans la maison familiale avec sa meilleure amie. C'est le lit superposé. Ça, c'est le lit du dessus, alors? C'est terrible. Quand on peut imaginer quels peuvent être les derniers instants d'une victime réduite à l'impuissance face à une personnalité telle que Tommy Lynn Sells ou tout autre tueur en série. Il y a forcément à ce moment-là une empathie profonde avec les victimes. Tommy Lynn Sells est quelqu'un qui agit de manière éclair. Il ne donne, je dirais, aucune indication sur le fait qu'il va s'attaquer à quelqu'un.
Il va tout de suite, comme ça, en un éclair, les rendre impuissants, les frappant à la gorge avec un couteau, la plupart du temps. C'est un tueur, de toute façon, psychopathe. Hein. Aucun remords pour la victime, hein, à aucun moment donné. Et c'est exactement ce qu'on a avec la plupart des tueurs en série. Le shérif Larry Popp se souviendra longtemps de cette affaire. Elle hante encore ses nuits. En 20 ans de carrière, c'est la première fois qu'il se trouvait confronté à un tueur en série. Ça fait réaliser qu'il y a des gens comme ça. Ils tuent gratuitement. Et c'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas par passion, ce n'est pas pour le profit, pas par colère, pas les mobiles habituels. C'est juste pour le plaisir de tuer. Personne ne pourra jamais comprendre ça, à moins d'être un serial killer. Et à chaque fois qu'il passe près du lieu du crime, il a encore des frissons. Ça, c'est la maison des Harrison. C'est là que le meurtre a eu lieu. Nuit du 30 décembre 1999. Tommy Linsell s'introduit dans la chambre de Kaylin, 13 ans. Cette nuit-là, elle dort avec sa meilleure amie. Il égorge la première, blesse ensuite grièvement la seconde, croyant l'avoir aussi tuée. Mais elle réussit à s'enfuir sur cette route. Elle a quitté la maison et a pris cette route. Elle est d'abord allée vers cette maison à gauche, puis s'est dirigée vers celle-ci, là à droite. C'est là qu'elle a trouvé de l'aide. Elle ne pouvait pas parler, ses cordes vocales étaient tranchées, alors elle a écrit un mot. Sur la note, elle indiquait la famille Harrison est en danger. Ambulance, hôpital, quelques jours plus tard, Crystal, la rescapée, dresse le portrait robot de son agresseur. Pour Larry Popp, la traque commence. 7 jours d'enquête, aucun indice. Et finalement un suspect. Barbe, cheveux hirsutes, un vendeur de voitures correspond au portrait robot. Larry Popp va l'arrêter seul à son domicile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé à sa porte. Il dormait dans le salon. Il s'est levé, a ouvert la porte, et je lui ai demandé « Avez-vous eu des problèmes avec votre belle-mère » Il a dit « Non, aucun problème ». Je lui ai répondu « Mais pourtant, elle s'est plainte. Ça vous dérange pas qu'on en parle ?» Il a dit « Ok ». Et dès que j'ai été à l'intérieur, je l'ai retourné, je l'ai menotté, et je lui ai dit « Vous êtes en état d'arrestation ». Et ensuite, je lui ai demandé « Vous savez pourquoi je vous arrête ?» Il a répondu « Meurtre ». 48 heures d'interrogatoire. Et finalement, le tueur avoue tout. Le trophée de Larry Popp, un document exceptionnel qu'il va montrer à Stéphane Bourgoin. Dans le coffre-fort du shérif, les aveux du tueur en série, filmés sur le vif. Bonjour, je suis Larry Popp, lieutenant à la division d'enquête criminelle de Valverde. Je ne suis pas allé là-bas pour tuer et pour violer. J'y suis allé comme ça. Ce n'était pas prémédité. C'est comme cette autre fille dans le Kentucky. C'est juste arrivé comme ça. Avez-vous pris quelque chose avec vous quand vous êtes parti de chez vous? Oui, un couteau. Il faisait cette taille, cette longueur. J'étais complètement bourré. Quand je me suis réveillé, j'ai été surpris. Je n'étais pas à Del Rio. Tout ça, c'est un peu flou dans ma tête. 24 heures que Tommy Linsell s'est en garde à vue. Pour le faire avouer, le shérif l'empêche de dormir. L'ambiance est tendue. On a travaillé pendant 3 jours sans dormir. C'est un meurtre, et donc, dès que vous avez une piste, il faut avancer très vite. C'est la règle des 72 heures. Il faut obtenir des aveux en 72 heures. Passer ce délai, c'est dur de les coincer, de les faire avouer. Pour Larry Popp, pas de temps à perdre. Il ramène le tueur en série sur les lieux du crime. Son objectif, reconstituer chaque étape du meurtre. Et voici le résultat. Un document étonnant où un tueur en série décrit avec un détachement surprenant les détails de son crime. Je me suis dirigé par là, vers la maison, du côté de la porte de derrière. J'ai ouvert cette fenêtre comme ça et j'ai grimpé à l'intérieur.
Et voici exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Je suis passé par là et j'ai pris cette direction. Ce soir-là, 6 personnes dorment dans la maison. Les enfants et la mère de famille. Le père, lui, est en voyage d'affaires. Là, j'ai regardé la mère et une fille qui dormait. Pourquoi vous ne lui mettez pas les menottes? Oui, c'est vrai, je suis très sympa avec lui. Mais il y a 2 gardes avec nous. Oui, bien sûr, pour le mettre en confiance. Oui, c'est ça. Et vous savez, cet individu ne fait a priori pas peur. Voilà pourquoi il est arrivé à faire ce qu'il a fait si longtemps. Il sait être ce que vous voulez qu'il soit. Là, il n'a l'air de rien. Le genre de personne que vous ne remarquez pas, un peu comme les SDF. On ne les voit pas vraiment. Comme pour corroborer les propos du shérif, l'homme va décrire son meurtre avec une docilité déconcertante. Et la chambre du crime, la voici. Il y avait 2 filles qui dormaient là. Il s'attaque d'abord à celle qui dort en bas. D'abord, elle s'est levée. En fait, non, j'ai commencé par lui couper son soutien-gorge et son short. Enfin, tout ce qu'elle portait. Son short, d'accord. Du coup, elle a bondi. Elle a crié à sa copine qui dormait au-dessus. « Va prévenir maman !» Quand vous dites la fille du dessus, il y avait une fille qui dormait au-dessus. Ouais. Elle était plus vieille, plus jeune? J'en sais rien, j'en suis pas sûr. Celle du bas a essayé de venir par ici. Et là, l'homme va raconter en détail, avec un détachement total, comment il a poignardé les 2 fillettes. La voix est monocorde, pas la moindre émotion, comme souvent chez les tueurs en série. Chez lui, tout est centré sur sa personne. Les victimes ne sont là que pour assouvir son propre plaisir, ne sont là que destinées à souffrir, à évacuer la frustration et la haine qu'il ressent vis-à-vis de la société. Donc, aucun affect vis-à-vis des victimes, tout est centré sur moi, je, Tommy Lynn Sells. Les véritables émotions qu'il ressent ne sont que les choses qui le touchent lui-même, personnellement, et rien d'autre. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Stéphane Bourgoin poursuit son enquête. Ce soir, rendez-vous dans ce motel du Texas avec un curieux personnage. Elle s'appelle Vicky Subzik, c'est l'une des meilleures amies de Tommy Lynn Sells, le tueur en série. Elle s'est faite accompagner par une copine. L'objectif de Stéphane Bourgoin, découvrir une autre facette de Tommy Lynn Sells. C'est ma 4e visite à Tommy cette année. Ça, ce sont les photos d'aujourd'hui? Oui, ça c'est Tommy et moi, aujourd'hui à la prison. Vicky connaît bien le monde carcéral. Son métier, encadrer des délinquants en liberté sous caution. C'est elle qui garantit leur présence devant la justice. Les tueurs en série, c'est sa passion. 2 ans qu'elle correspond avec Tommy Lynn Sells, elle est devenue sa confidente. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très très sympa. Tout le monde pense que je suis folle. Mais c'est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un de merveilleux. On s'entend très bien. Je n'ai pas peur de lui. Il a très bon cœur. Et je pense qu'il veut que les gens l'aiment, ce qu'il n'a jamais connu dans toute sa vie. A priori, ça me choque, mais c'est ma propre opinion personnelle de par mes rencontres et de par la dangerosité de ce type de criminels. À chaque fois qu'ils ont été relâchés, la plupart du temps, ils récidivent relativement rapidement. Et Vicky va jusqu'à chercher des excuses à l'inexcusable dans l'enfance de Tommy Lynn Sells. Elle nous montre ses photos. Tommy Lynn Sells a 6 ans, une mère qui le déteste et un voisin qui aurait abusé du garçonnet. Sa mère l'a quasiment vendu. Elle l'a laissé aller chez cet homme, elle savait ce qui se passait. Cette mère recevait de l'argent de cet homme. Et Tommy était tout jeune, à 13 ans, il a été totalement abandonné. Un jour, il est rentré de l'école, la maison était vide, il a dû passer par la fenêtre, sa mère avait déménagé. Ensuite, il a vécu dans une décharge à l'arrière d'une remorque. Vous lui trouvez des excuses? Je sais ce qu'il a fait.
Mais à l'époque où il tuait, on aurait dû le soigner. Le lendemain matin, nous décidons d'en savoir plus sur les secrets du tueur en série. Vicky Subsic a réussi à gagner sa confiance. Ça, c'est des dessins qu'il a fait pour moi. Grâce à cette relation privilégiée, le tueur en série lui a confié des documents intimes. Ce sont ses photos. Surprise, on y découvre une autre facette de Tommy Lynn Sells, celle d'un bon père de famille. Car le tueur s'est marié 2 fois et a eu 3 enfants. Ça, c'est Tommy avec sa première femme, Laura. À l'époque de toutes ces photos, il était déjà un tueur en série. Il a commencé à 15 ans. Elle ne savait pas, bien sûr, car Tommy est quelqu'un de bien et il était très bon avec elle. Pas une seconde, elle ne s'imaginait la double identité de son mari. Quand le couple était à la maison et qu'ils se disputaient, ça rendait Tommy tellement fou qu'il pouvait sortir. Et cette haine contenue en lui, il l'extériorisait en commettant un meurtre. Ensuite, il rentrait à la maison où il traçait la route. Traumatisme affectif, abus sexuel, schizophrénie, psychopathie, les ingrédients d'un cocktail explosif que, selon Stéphane Bourgoin, l'on retrouve chez une majorité de tueurs en série. Avec ces informations, il est armé pour décrypter Tommy Lynn Sells dans la prison de Livingstone. Ça a commencé parce que j'étais en colère. J'avais cette rage, cette haine, cette colère. Et quand je tuais, c'était comme si je me faisais un shoot de drogue. Mon Dieu, que c'était bon, ça me libérait de toute cette haine. Vous savez, j'y ai réfléchi. C'est un peu comme un accro à l'héroïne. Quand vous prenez le premier shoot, vous en voulez un autre. Puis un autre. Ça devient une drogue. Mais pourquoi vous avez aussi tué des enfants? Je vais vous dire. Si quelqu'un m'avait tué quand j'ai subi toutes ces saloperies qui me sont arrivées dans mon enfance, j'aurais été heureux, parce que je n'aurais pas eu à vivre la vie que j'ai eue. Je suis devenu la personne que je détestais. Je hais cette personne qui m'a fait tout ce mal, et je suis devenu cette personne que je détestais tant. Pouvez-vous estimer le nombre de gens que vous avez tués? Je n'en ai aucune idée. Si je devais deviner, mais je me perds, je perds. Ma tête me fait mal quand je pense à ça. Si je dis 70, 80, 100, j'imagine 5 ou 6 par an pendant 20 ans. Depuis novembre 2000, Tommy Lynn Sells est dans le couloir de la mort. Il attend son exécution. Retour à Paris et mission accomplie. Stéphane Bourgoin rentre avec dans la tête un portrait précis du tueur en série. Des informations précieuses et une arme de plus dans le combat qu'il mène contre eux. Car l'objectif, c'est ça, les connaître pour mieux les combattre. Et pour ça, il aide les autorités françaises. Gendarmerie de Fontainebleau, Centre national de formation. Ici, il vient régulièrement partager son savoir. Bonjour. Ok, donc je vous présente Stéphane Bourgoin. Dans la salle des gradés de la gendarmerie, ils viennent apprendre la psychologie des tueurs en série. Au programme, les documents chocs que Stéphane Bourgoin met à leur disposition. Jeudi matin, je la tue. Vendredi, j'appelle mon patron en disant que je suis malade et je la coupe en morceaux. Vendredi soir, je m'en débarrasse. Ces images qui intéressent les gendarmes, des entretiens que Stéphane Bourgoin a eus depuis 20 ans avec une dizaine de serial killers américains. C'est comme un shoot qui monte à la tête. Pour ces gendarmes, une source d'informations précieuse. Car en France, il est encore interdit de filmer ce type d'entretien. Pour Stéphane Bourgoin, autant d'images que de souvenirs, toujours douloureux. Dès la minute où je me suis retrouvé face à lui, j'ai eu immédiatement la chair de poule et les poils qui se sont hérissés sur moi. Alors que vous avez vu, il est charmant, souriant. Et tous les jours d'entretien, ça a été pareil.
J'avais ma colonne vertébrale qui était comme coincée. J'avais mal à la nuque et c'est même en revoyant maintenant ces images avec vous, mon corps se souvient encore, et pourtant j'ai vu ces images des centaines de fois physiquement, de l'impression que j'ai ressentie comme une espèce d'aura maléfique, je ne vois pas d'autre terme à employer. En France, depuis 1999, Stéphane Bourgoin estime qu'une soixantaine de tueurs multirécidivistes est passée entre les mains de la justice. Et chacun de ces gendarmes peut être confronté un jour ou l'autre à un serial killer. Pourtant, ils n'y sont pas préparés. Vous avez appris quoi, là, aujourd'hui? J'ai appris qu'on a beaucoup d'efforts à faire. On vit tous les jours, on peut vivre des choses comme ça. Tous les jours, nous, dans notre métier, on est obligé, ça nous arrive comme ça en pleine face, comme on dit. On le prend, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais la formation, on ne l'a pas en elle-même. Il est très important pour nous de voir comment ont fonctionné les personnes qu'il a rencontrées, dans leur schéma de communication avec lui, pour nous adapter nos procédures et nos protocoles d'interrogatoire à ce type spécifique de délinquant. Il n'a pas de diplôme, pas de formation. Et pourtant, cet autodidacte a réussi à se rendre incontournable sur le sujet, pour les autorités publiques comme pour les médias. Alors comment a-t-il fait? L'homme a toujours été fasciné par l'univers du crime. Dès les années 70, il se lance dans le polar et travaille dans la production de séries B aux États-Unis. Mais surtout, il évoque un drame pour justifier sa passion. À son domicile dans la région parisienne, il commence par nous montrer une photo des années 70. Il y pose avec une jolie femme. Une photo de moi avec mon amie Aileen, qui est décédée de manière tragique en 76. J'ai découvert mon ami mutilé, qui avait été violé, la gorge tranchée, quasiment décapitée. Sur le coup, c'est une stupéfaction totale, le cœur qui s'emballe, une sensation franchement d'étouffement, et on a l'impression qu'on ne pourra plus en sortir. Et puis au bout de 2 ans, j'ai un appel téléphonique où on m'indique que le tueur a été arrêté, qu'il est passé aux aveux, mais qu'il a tué aussi une dizaine d'autres femmes à travers plusieurs États américains. Sur cette compagne et son assassin présumé, il ne veut rien dire de plus. Pas de nom, pas de date précise. L'homme se renferme sur son histoire. Cette tragédie serait donc la clé de son combat contre les serial killers, son moteur. Monsieur Bourgoin, un personnage mystérieux, insaisissable, presque énigmatique. Et le décor de son domicile donne le ton. Du crime, il a fait son fonds de commerce. Il a publié une vingtaine d'ouvrages sur les tueurs en série, de quoi lui assurer de confortables revenus. De quoi aussi financer ses recherches. Il appartient même à une association d'aide aux victimes de tueurs en série. Et dès l'heure du petit déjeuner, ce curieux personnage traque déjà le crime sur Internet. Car surprise, les tueurs en série s'affichent aussi sur le web. Et pour Stéphane Bourgoin, c'est une mine d'informations. Exemple avec David Berkowitz. 7 meurtres, condamné à perpétuité, il a son propre site. Dedans, vous avez un blog où il donne tous les jours de ses nouvelles. Mais il a le droit de faire ça? Ah, il a tout à fait le droit. Et alors il fait ça depuis sa prison? Il fait ça depuis sa prison, oui. Et vous avez même des vidéos où il est interrogé. Il prétendait au départ recevoir des ordres du chien d'un de ses voisins qui était possédé par un démon vieux de 600 ans. Et Internet offre d'autres moyens à Stéphane Bourgoin pour décrypter les psychoses des tueurs en série. Certains sites lui donnent accès à des documents étonnants. Vous avez même maintenant des sites où vous avez des enchères consacrées à des objets de tueurs en série. Des lettres, des écrits, des photos dédicacées de tueurs en série. Des sites mis en ligne depuis les 4 coins du monde. Impossible de les interdire, impossible de les contrôler. Cet univers morbide,
Stéphane Bourgoin le partage avec Isabelle, la femme qu'il a épousée cet été. Pour sa sécurité, elle souhaite garder l'anonymat. Reste que chez eux, les sujets de conversation tournent souvent autour de la mort. On ne sait pas si c'est la nouvelle épouse de son père ou sa propre épouse qui l'a tué finalement. En tout cas, il l'a massacrée à coups de couteau et à coups de marteau. Et il a tué 2 adolescents. Elle travaille désormais avec son mari, elle s'occupe de son site internet. Avant, elle était traductrice en entreprise. Aujourd'hui, plus rien à voir. La vie n'est pas un train-train. Vivre avec Stéphane, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est tout sauf ça. Et moi, pendant 15 ans, j'avais mené une vie métro, boulot, dodo. C'est complètement fini. Ça ouvre sur un monde qu'on ne soupçonne pas. C'est quelque chose qui est assez difficile de trouver quelqu'un qui partage ce que vous faites, parce que vous plongez dans les ténèbres en permanence. Il faut quelquefois aussi rentrer dans la tête et les fantasmes de criminels extrêmement dangereux pour apprendre à pouvoir se détacher de ce type d'univers très très sombre, de cet abysse. Et l'abysse chez Stéphane Bourgoin, c'est sa cave au sous-sol de la maison. Une véritable caverne d'Ali Baba pour obséder du crime. C'est là qu'il collectionne soigneusement des centaines de dossiers sur des tueurs en série des 4 coins du monde. Par exemple, là, vous avez tout ce qui concerne des tueurs en série français, des articles depuis des décennies sur tous les tueurs en série français ou étrangers. J'ai des milliers de photos de scènes de crime dans tous ces cartons, des interviews, des dossiers d'affaires criminelles de tous les pays du monde. Ici, vous avez des affaires sud-africaines. Ici, vous avez tout sur des tueurs en série américains, etc. Par exemple, Donald Harvey. Et justement, Donald Harvey, la prochaine énigme à résoudre pour Stéphane Bourgoin. D'ici une semaine, je dois partir interviewer Donald Harvey dans sa prison de Lebanon dans l'Ohio. Et s'il est prêt à faire ce voyage, c'est que ce serial killer sort des standards habituels. Là, vous l'avez au moment de son procès. L'inverse de Tommy Lynn Sells, Donald Harvey a assassiné 70 personnes sans verser une goutte de sang. Est-ce qu'il y a des choses dont il ne veut pas parler? Non, il parlera de tout. Avant le départ aux USA, dernière mise au point. Au téléphone, l'avocat de l'homme aux 70 meurtres. Est-ce qu'il parlera de son appartenance à une organisation nazie? Pas de problème. Et au sujet de l'occulte? Pas de problème non plus. Yes, ok. Il a dit que Donald Harvey a pas de problème spécifique, qu'il acceptera de parler de ses problèmes qu'il a eus dans son enfance, de tous ses meurtres. Pour Stéphane Bourgoin, ce sera probablement le face-à-face de sa carrière. Exact. Il a même l'air fasciné. C'était le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis, du moins pour le nombre de meurtres reconnus officiellement. Un autre cas d'étude. Aux antipodes de Tommy Lynn Sells, une autre famille de serial killers, les méthodiques. Nouveau départ, nouvelles interrogations. Comment Donald Harvey a-t-il pu en arriver là? Pour Stéphane Bourgoin, peut-être enfin l'occasion de comprendre ce qui provoque le passage à l'acte des serial killers. Ces réponses, M. Bourgoin va les chercher dans la région de Cincinnati. Au pénitencier de Warren, c'est là que le tueur en série est incarcéré. Cette fois-ci, avec lui, il a emmené sa femme Isabelle. Pour elle, c'est une première. À quelques minutes de l'entretien, reste un doute. Le serial killer va-t-il accepter de parler? Stéphane, vous l'attendiez depuis longtemps, ce rendez-vous? Depuis pas mal de temps, oui. Parce que Donald Harvey est un peu une figure, si je puis m'exprimer ainsi, légendaire des tueurs en série américains. Et en même temps, un des plus mystérieux, puisqu'on ignore tout encore de ses véritables mobiles. Et pour éclaircir le mystère, l'entretien est prévu dans cette pièce. Autour de la table, l'avocat de Donald Harvey et son assistante. Et ce policier pour veiller à la sécurité.
Vous allez juste parler de Donald et de ses crimes, c'est ça? Oui, ce que je vais lui demander, c'est quelle est sa vie quotidienne ici, son emploi du temps. Mais rien à propos de la sécurité ici, bien sûr. Ces formalités réglées, reste à faire escorter Donald Harvey jusqu'ici. Préparez-le, et le sergent Malone va venir le chercher dans 1 minute. Amène-le ici. Donald Harvey est un détenu pas comme les autres. On l'a exclu de la population générale pour des tas de raisons. Vu que c'est Donald Harvey, vu la rareté de son cas. Il est avec des ex-policiers, des gens de ce style, des membres de gangs. Ils ne peuvent pas être mélangés avec les autres. Voici l'un des recordman du crime aux USA. Et surprise, Donald Harvey, 53 ans, un homme qui paraît calme, poli, courtois et même souriant. Rien à voir avec l'image sanguinaire d'un Tommy Lynn Sells. Pourtant, il a commis près de 5 fois plus de crimes que Sells. Stéphane Bourgoin a 3 heures pour le cerner. C'est un peu comme si j'étais libre et enfermé à la fois. Je ne peux le décrire que comme ça. Quand je rentrais dans cet état, rien ne pouvait m'arrêter. J'étais en transe. Je le sentais, tous mes sens étaient éveillés. C'est un peu comme un rêve, mais tu es conscient de ce que tu fais. C'est pas de la folie, mais tu deviens quelqu'un d'autre. Et c'est principalement dans les hôpitaux que durant 17 ans, il a sévi. Méthodique et précis. La série commence dans le Kentucky. 1970. Il se fait engager comme aide-soignant. Ici, il va assassiner une trentaine de patients. Les premiers crimes d'une longue série. Car au fil des années, il répète le même scénario dans 5 hôpitaux américains. Sa méthode, le poison. La morphine, c'était bien. La strychnine, que l'on trouve dans la morora aussi. Je prenais la morora et je la filtrais avant de la faire bouillir. Ensuite, on peut la mettre dans du pudding, dans des crèmes ou des choses comme ça. C'est juste quelques exemples. Vous pouvez utiliser plein de choses différentes. Et qu'est-ce que vous préfériez? Le cyanure, c'est facile et rapide. Le choix des victimes, une loterie avec à la clé la mort. Comme la majorité des serial killers, Donald Harvey peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Il agit en fonction de ses fantasmes et de ses pulsions. Toutes les raisons sont bonnes. On avait une femme qui avait glissé sur un poêle à bois et son bras était brûlé. La morphine ne calmait pas ses douleurs et elle priait pour mourir. Elle voulait s'arracher le bras. Alors je l'ai tuée. J'y ai vite pris goût. C'était de plus en plus facile. Tout le monde s'en foutait. L'homme est organisé. Il pousse le sens du détail jusqu'à tenir jour après jour une liste précise de ses victimes. La liste la voici, écrite de sa main, des noms alignés comme autant de trophées. Ils ont besoin de montrer leur puissance parce que ce sont généralement dans l'existence quotidienne des pauvres types qui n'arrivent à jamais quoi que ce soit de concret dans leur existence. Rien n'est construit, tout est détruit chez eux. Et en même temps, ils veulent projeter une image de force, de puissance. Et le mot-clé, c'est puissance et contrôle chez eux. En quelque sorte, ils veulent devenir Dieu. Finalement, Donald Harvey va être arrêté au Drake Hospital de Cincinnati où il travaille. Nous sommes en 1987. Une odeur de cyanure lors d'une autopsie donne l'alerte. Enquête de police, interrogatoire du personnel. Donald Harvey avoue, mais pour l'instant, un seul crime. Pour le défendre devant la justice, cet homme, William Wallen, un avocat commis d'office. Il ne sait pas encore qu'il va défendre l'un des plus grands criminels que l'Amérique ait connu. Je plaidais au palais de justice quand un avocat est venu me voir et m'a dit « Tu es désigné pour défendre un homme accusé de meurtre. » Vous pouviez imaginer qu'il s'agissait d'un tueur en série? Jamais. Même dans mes rêves les plus noirs, je ne pouvais imaginer ça. Mais la rumeur enfle et la presse s'en fait l'écho.
Donald Harvey aurait tué des dizaines de personnes. Les enquêteurs commencent à flairer la vérité. Sous la pression, Donald Harvey avoue l'impensable à son avocat. J'ai parlé avec lui 45 minutes et je ne peux pas vous dire de quoi. C'est comme un trou noir. Personne n'avait expérimenté ce type de situation. Vous vous demandez vraiment quoi faire dans ce cas-là. Sauver son client de la peine de mort. C'est l'objectif de William Wallen. Commence alors une course contre la montre. Car si le serial killer plaide coupable, s'il avoue ses crimes avant que les enquêteurs ne les découvrent, il échappera à la peine de mort. C'est la loi dans l'Ohio. Et c'est au palais de justice de Cincinnati que va se jouer la partie. À l'époque, le juge Melba March est l'assistante du procureur. Ça prenait de l'ampleur. Tous les jours une nouveauté. Vous avanciez dans l'enquête et il y avait une nouvelle victime. Et au fur et à mesure, on se disait non, c'est pas possible. Et finalement, les preuves sortaient les unes après les autres. Plus de morts, comment ils mouraient. Et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un serial killer. Et on n'y croyait pas. C'était tout simplement incroyable. C'est le mot. Et toujours la course contre la montre. Wallen doit faire avouer son client avant que la police ne découvre la vérité. Ce qui va jouer en faveur du serial killer et ralentir le travail des enquêteurs, c'est la nature de ces crimes. Quand vous voyez un corps et que vous menez l'enquête, ce corps vous donne des informations sur telle ou telle chose. Ça, c'est le type d'homicide que l'on sait traiter. Alors qu'un infirmier qui provoque la mort en injectant une substance dans les poches à perfusion, c'est dur à reconstituer et à prouver. Finalement, Donald Harvey devance les résultats de l'enquête. Il avoue tout. 70 meurtres. Ces aveux, les voici filmés à l'époque par la justice américaine. Tu dis cyanure, Donald? Oui. Tu es sûr cette fois? Oui, c'était du cyanure. Alors pourquoi? Parce que la mort était plus rapide. Quels sont les premiers symptômes que tu as vus, Donald? Il est mort dans les 5 minutes. Sa respiration s'est arrêtée. Alors décris-moi ça. C'est comme s'il n'arrivait plus à respirer. Il y a davantage de symptômes, mais je résume. Il n'arrivait plus à respirer. Et il a haleté. Son visage est comme un masque de cire. C'est très très frappant et il est extrêmement froid et glacial. Tout est parfait dans ses déclarations. Je dirais que c'est un peu comme son apparence physique. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Et tout ça, ça montre cette obsession de la méticulosité, de la même méticulosité qu'il utilisait pour expérimenter ses potions mortelles. Un procès retentissant et en août 87, le verdict. Harvey échappe à la peine de mort. Il est condamné à 3 fois 20 ans de prison. Mais il n'a pas livré tous ses secrets. Au domicile de l'avocat James Wallen, Stéphane Bourgoin découvre d'autres clés du personnage. Car l'avocat conserve des documents saisis à l'époque chez son client. Voilà, j'ai ici une série de récompenses. Donald Harvey les avait reçus dans les hôpitaux où il travaillait. Ironie du sort, ce sont des certificats de bonne conduite. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est toutes les recommandations qu'il a eues pour son excellence en tant qu'infirmier dans les différents hôpitaux où il a travaillé. C'était un employé modèle, il a beaucoup de diplômes. Voilà, letter of appreciation. Il s'est rendu très disponible pour ses employeurs. Il faisait exactement ce qu'ils attendaient de lui. Ouais, il voulait faire des heures supplémentaires pour avoir plus d'opportunités de tuer. Ça, c'était les lectures de Donald Harvey. Ça, c'est sorcellerie, magie et alchimie. Et ça, c'est magie blanche et noire. Et l'on découvre qu'il pratiquait l'occultisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant ici.
C'est un manuel d'autopsie de l'armée américaine. Donc, on voit tous les détails des choses qui pouvaient lui servir par la suite pour expérimenter avec ses poisons, avec ses cérémonies occultes, etc. Donc on voit véritablement les obsessions personnelles du personnage et tout ce qui a forgé, je dirais, sa carrière criminelle. Car Donald Harvey entendait des voix. Et pour la première fois dans sa prison de Lebanon, l'homme parle de ses obsessions, de ses cérémonies d'occultisme morbide où il décidait de la mort de ses victimes guidées par des ordres venus de l'au-delà. Parfois, j'avais des bouts de tissu appartenant à mes patients. Et je les brûlais, comme ça les esprits avaient quelque chose pour les identifier. J'utilisais certaines de mes prières. Par exemple, je demandais « John Powell, dois-je le tuer aujourd'hui ou pas ?» Je l'ai fait sur certains de mes patients. Et durant ces prières, vous demandiez à mon ange gardien, Duncan. C'est comme ça que je l'appelle. Si c'est le moment de tuer John ou pas. Qui est Duncan? C'est mon ange gardien. Son ange gardien. Un personnage qu'il s'est créé de toutes pièces pour pallier à ses souffrances. Car comme Tommy Linsels, l'enfance de Harvey, c'est abus, traumatisme affectif et brimade qu'il a subi toute sa jeunesse. L'impression jusque-là de n'avoir jamais eu de contrôle sur sa propre vie. Et c'était important d'avoir le contrôle sur ces patients que vous avez tués? Oui, même si c'était pas toujours les miens, je contrôlais. C'était la seule partie de ma vie que personne ne contrôlait. Quand je tuais les gens, j'étais quelqu'un de différent. J'avais le contrôle. J'étais le responsable et pas la victime. J'étais dans mon univers professionnel, je travaillais. C'est la partie noire que l'on a tous en nous, mais personne n'ose ouvrir cette porte. Donald Harvey n'est pas fou. Comme la plupart des tueurs en série, il a été reconnu responsable de ses actes. Mais alors, quelle notion a-t-il de la vie humaine? De ces vies auxquelles il a mis fin? Vous êtes-vous senti coupable? Pour les 2 ou 3 premiers, je me suis senti coupable. Pour les gens que je connaissais personnellement, j'ai eu un sentiment de culpabilité. Mais par exemple, vous, je pourrais vous tuer aujourd'hui parce que vous êtes juste un visage que je connais depuis 1 heure ou 2, comme mes patients. Là, je n'aurais aucune culpabilité. Donald Harvey finira sa vie en prison. Plus jamais, il ne nuira. Fin de l'entretien. Le serial killer regagne sa cellule comme il était venu, avec le sourire aux lèvres. De quoi déstabiliser Stéphane Bourgoin. Il aime donner l'impression qu'il est le maître du jeu, hein? Vous pensez qu'il tuerait encore si on le relâchait? Je pense que oui, en écoutant la manière dont il parle, la froideur dont il fait preuve. Si vous le rendez fou, regardez de quoi il est capable. Pour Stéphane Bourgoin, dossier classé. Et c'est comme ça à chaque voyage. Il rassemble les pièces d'un puzzle morbide auquel il consacre toute sa vie. Ma quête, je pense, ne sera jamais satisfaite. Je dirais, je suis presque le négatif et le positif des serial killers. Eux, c'est le côté le plus sombre. Ils ne sont jamais satisfaits de leurs crimes, d'où nécessité pour eux de les répéter. Moi, ma connaissance n'est jamais terminée, n'est jamais achevée. Donc, je pense que ma quête va continuer ad vitam aeternam. Pour les spécialistes du monde entier, tellement de questions restent sans réponse. Que se passe-t-il dans la tête d'un homme pour qu'il devienne un serial killer? Pour l'instant, que des pistes, mais rien ne permet de prévenir ni de détecter réellement les tueurs en série. Impossible d'en faire un portrait type. Les serial killers demeurent l'une des énigmes de nos sociétés.